Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Toujours est-il qu'il fut établi que le détenu avait franchi les portes de la prison, avec le gros manteau cap, le chapeau de feutre mou et le cache-nez sans lequel on ne voyait guère sortir monsieur le directeur en cette arrière-saison. J'ai pensé aussi qu'il avait pu y avoir d'autres complaisances autour de cette affaire. Rouletabille, de par sa profession, connaissait non seulement tout le personnel de la police, mais tous les vieux gardiens et porte-clés de la prison. Et il avait parmi ces derniers de fameux admirateurs, presque des fanatiques. Enfin, il faut bien expliquer d'une façon générale une évasion que Rouletabille ne consentit jamais à expliquer d'une façon particulière. Dans le fait, cela touchait à la fantasmagorie. Si l'on s'en fût tenu au dire des gardiens, aucun n'aurait manqué à son devoir, et Rouletabille aurait passé à travers murs et portes comme un simple rayon X. Il ne s'était jamais évadé personne de cette prison. On juge du désarroi au-dedans et du retentissement de l'affaire au-dehors. Le bruit de l'évasion commença à se répandre vers midi. J'allais faire un tour de boulevard, je fus arrêté presque à chaque pas. Maintenant, on était plein d'enthousiasme pour Rouletabille. On oubliait le drame lui-même et la désolante attitude de l'inculpé pour ne plus voir que ce tour de force inimaginable. Cependant, Rouletabille avait fui les juges, comme un vulgaire malfaiteur. C'était affreux, n'est-ce pas? Eh bien, sur le boulevard, on trouvait que c'était épatant. Chapitre 16. Une lettre recommandée. Les journaux tirèrent encore ce jour-là des éditions spéciales à profusion. Les petits canards du soir s'en donnèrent à cœur joie, inventant les incidents les plus plaisants et les plus grotesques, donnant des détails aussi extraordinaires que précis sur la façon dont Rouletabille s'était débarrassé de ses gardiens. Le courrier de 5 heures affirma qu'on avait vu Rouletabille se promenant en plein boulevard sans être inquiété. Le Paris laissa entendre que rien de tout cela ne serait arrivé sans la complaisance du gouvernement qui avait tout intérêt à ménager non point le reporter de l'époque, mais l'époque même, journal à très gros tirage. Quant à l'époque, ce journal relatait les faits sans aucun commentaire. Il n'en fallut point davantage pour que toute la police fût sur pied à la recherche de Rouletabille. Je reçus, moi-même, un agent de la sûreté qui me posa quelques questions auxquelles je ne pus répondre. À tous, je disais que je regrettais cette évasion. Mon domicile était strictement surveillé. Vers 7 heures du soir, ayant soulevé le rideau de ma fenêtre, je vis sur le trottoir en face 2 silhouettes, sur la nature desquelles je ne pouvais me tromper. Je laissai retomber mon rideau en haussant les épaules. La police sera toujours aussi bête, pensai-je tout haut. C'est bien ici le dernier endroit où Rouletabille viendra se faire prendre. Et là-dessus, j'essayais de me mettre au travail, quand mon domestique vint m'annoncer que le facteur avait une lettre recommandée à me faire signer. Je lui dis de le faire entrer. Le facteur entra, me tendit une lettre que je regardai machinalement. Je fus étonné de ne voir sur l'enveloppe aucun des signes habituels. Enfin, la suscription en était des plus singulières, à mon bon ami Sinclair et mon adresse. J'avais reconnu l'écriture de Rouletabille. Je regardai le facteur qui se tenait immobile avec sa boîte sur le ventre, toute débordante de rouleaux et de paquets qu'il avait peine à maintenir. « Mais cette lettre n'est pas recommandée, » dis-je étonné. Il ne me répondit pas. De plus en plus intrigué, j'ouvris l'enveloppe.
Il y avait là-dedans une feuille de papier blanche que je tournais et retournais de toute façon. « Ah, ça... » m'écriai-je. « Quelle est cette plaisanterie ?»« Chut, Sinclair, pas si fort !» me répondit le facteur. Je me levai, étourdi. Cette fois, j'avais reconnu la voix de Rouletabille, mais quant à reconnaître Rouletabille lui-même, sous cet uniforme, sous cette barbe poivre et sel qui lui mangeait la moitié du visage, sous ce képi crasseux dont la visière lui descendait jusque sur les yeux, non. Et cependant, c'était bien lui. Il déposa un instant sa boîte, me prit la main, me la serra fortement et me dit « Tu ne me crois pas coupable, toi ?» Je fus lâche, et je répondis « Ma foi, je ne sais plus. Pourquoi t'es-tu évadé ? Et pourquoi as-tu acheté le revolver ?» Je suis venu ici pour te l'apprendre, mon cher maître. Je ne t'ai jamais menti. Je suis sorti de la petite maison de Passy, le plus malheureux des hommes, accablé par la fatalité et persuadé qu'Ivana y avait été amenée par la force même des événements dont je ne rendais responsable qu'une seule personne au monde. Contre celle-là qui avait sacrifié à sa chimère mon bonheur et la vertu d'Ivana, j'avais une haine rouge. J'ai acheté ce revolver dans l'embrasement de ma douleur pour tuer Thérèse Boulanger. J'étais fou, mais logique, car elle était cause de tout. Je me rendis chez elle, mais je m'arrêtai à mi-chemin. L'accès était passé. Un immense dégoût de toute chose m'avait envahi et quand, en rentrant chez moi, j'y trouvai cette pauvre Thérèse qui ne savait encore rien, mais cependant toute pâle de la même douleur que moi, et me parlant des rendez-vous chez le docteur Schall, je ne pus que la plaindre à l'égal de moi-même. Je la rudoyai un peu. C'était fini, je m'étais reconquis. Je te laissai partir avec elle. Je n'avais plus que la force de t'attendre pour te confesser ma misère et mon néant. Voilà, mon pauvre vieux, pourquoi, ayant trouvé un armurier sur mon chemin, j'avais acheté un revolver. Ce dut être un spectacle bizarre que l'instant qui suivit cette confidence. Si le domestique était entré, il eût pu me voir embrasser le facteur. Rouletabille rajusta sa barbe, son képi, sa boîte, et prit congé. Je te quitte. Ton domestique finirait par trouver bizarre cette conférence avec le facteur. Un facteur nouveau, qu'il n'a jamais vu. L'autre est malade, paraît-il, mais comme il pourrait arriver tout de même, je me sauve. Et il partit, en me recommandant de sortir du palais, le lendemain, par l'escalier du quai des Orfèvres, ce qui déjouerait toute filature, et de venir le retrouver chez un bistrot de la rue de Charonne dont il me donna l'adresse. J'arrivai là, le lendemain, à la nuit tombante. C'était une petite boîte intitulée « À la peau de lapin ». Il n'y avait pas de client. Une vieille femme qui tricotait avec acharnement derrière le comptoir ne me posa aucune question. Dans l'ombre d'une petite salle basse adjacente, je distinguai, accoudé à une table, mon facteur. On ne nous dérangea pas. Nous pûmes causer. Tu comprends que je ne pouvais plus rester en prison. Avec cette histoire du revolver, tout se tournait contre moi et par conséquent contre elle. En ce qui me concerne, l'affaire m'est parfaitement égale. Mais je ne veux pas que l'on continue à croire que je l'ai tuée parce que je l'ai crue coupable. Je ne l'ai pas tuée et elle était innocente. Voilà ce qu'il faut que je fasse éclater aux yeux de tous. Je ne vais pas non plus laisser cet assassinat impuni. L'être, homme ou femme, qui a abattu ma petite Ivana comme une chienne d'amour, y passera, je te le jure. Où donc te caches-tu ? Tu dois manquer de tout. Je ne manque de rien. Tu dois avoir besoin d'argent, j'en ai apporté. Je n'en manque pas, mais donne toujours. On ne sait pas ce qui doit arriver. Je lui passai les 5000 francs que j'avais apportés à tout hasard. Il me conta alors en quelques mots qu'il était caché chez un facteur du quartier auquel il avait rendu le gros service de bien placer son fils dans les services d'électricité de l'époque. Avec ce costume-là et son postiche, il pouvait se promener partout, même en plein jour, sans courir aucun risque. Enfin, depuis le matin, il avait d'autres déguisements sous la main. Je n'ai pas perdu mon temps. Tu ne sais pas où j'ai passé une partie de la nuit dernière ? Il avait quitté la prison à 10h du soir, la veille. Ma foi, non ? Eh bien, dans la petite maison de Passy. Je n'ai point découvert autre chose, du reste, que ce que j'y avais vu devant le juge d'instruction. Mais tu as déclaré n'avoir rien vu. J'avais mes raisons pour cela. Tu ne trouves pas que la police a une attitude bizarre dans cette affaire ? Non ? En quoi ? Ah, en quoi ? Tu te rappelles ma question à M. Hébert relativement à Marius Poupardin,
le barbier de l'avenue Rameau ? Parfaitement. Il t'a répondu... Pardon, ce n'est pas lui qui m'a répondu. C'est un agent de la sûreté, un nommé Page, un type que j'ai été étonné de trouver là, du reste, car je sais qu'il a été mêlé à de bien louches besognes. Et on l'emploie plus souvent à certaines enquêtes secrètes et politiques. Page a répondu carrément que la boutique avait été fermée la veille du crime. Eh bien, c'est faux. La boutique a été fermée le lendemain du crime. Alors c'est idiot ce que Page a dit, car enfin, la vérité ne saurait être difficilement rétablie. Évidemment, mais la police secrète aura gagné du temps. Pareil qu'elle en a besoin. Il y a donc de la politique dans cette affaire ? Il y en a un côté. Et maintenant, je vais te dire ce que j'ai découvert dans la villa. En étudiant bien le petit escalier de service, j'y ai retrouvé non seulement les traces descendantes, très effacées, celles-ci à peine visibles, tandis que les traces montantes étaient beaucoup plus marquées, ce qui attesterait qu'elles auraient été faites par des pieds humides encore de la terre ou plutôt de la mousse du jardin. Ivana était donc redescendue ? Ivana est arrivée par la porte de l'impasse La Roche, et je te le prouverai tout à l'heure. Puis elle est descendue, après le rendez-vous, par l'escalier de service, d'où les légères traces descendantes, et elle s'en allait par l'allée aboutissant à la porte dérobée quand elle s'est ravisée et qu'elle est remontée par l'escalier de service. Trace marquante, toute fraîche du jardin. Pourquoi s'en retournait-elle par cette allée de service ? Première question à laquelle je répondrai plus tard quand elle aura cessé dans mon esprit de n'être qu'une hypothèse. Et pourquoi Ivana est-elle remontée ? Seconde question à laquelle je vais répondre tout de suite. Parce que, mon cher, le drame était déjà commencé là-haut, et qu'il faisait du bruit, le drame. Il y avait donc une tierce personne. Oui, comme tu dis si bien, une tierce personne. La preuve ! La preuve ! Rappelle-toi avec quel soin je me suis attardé à relever les traces de pas dans l'allée du milieu, celle qui joint la porte de l'impasse La Roche à la façade du pavillon. Oui, on n'y a trouvé aucun pas de femme. La tierce personne était donc un homme ? Non, c'était une femme. Oh, je comprends plus. As-tu déjà regardé marcher les femmes dans la rue, quand il pleut ou qu'il fait mauvais ? Évidemment. Et j'ai admiré bien souvent le talent de ces dames à garder des bottines immaculées quand nous autres hommes... Eh bien, rappelle-toi qu'il avait plu et que l'allée du milieu était détrempée. Une femme un peu élégante devait hésiter à y mettre le pied. Mais cette allée est bordée par 2 bandes de briques moussues où j'ai retrouvé, moi, des empreintes restées invisibles pour les autres, parce que les autres ne les cherchaient point. Ici, je reconnaissais bien le fameux système de Rouletabille, qui était de partir d'une idée juste nécessaire, une idée qui s'imposait, fatale en quelque sorte, pour de là chercher les traces qui devaient corroborer cette idée-là. En quoi son système différait de la méthode inductive de tous les Sherlock Holmes, qui sont victimes des pistes ou empreintes qu'ils rencontrent par hasard, et qui les conduisent où elles veulent, c'est-à-dire à une erreur souvent édifiée à l'avance par les intéressés. Or, ces empreintes sont des empreintes de femmes. J'y ai trouvé le pied d'Ivana et aussi un autre pied plus long, plus solide, enfermé dans une bottine à la pointe aiguë, genre américain. Mon Dieu ! Soupirai-je en me rappelant la façon, qui paraissait excentrique alors, car tous les bottiers faisaient encore les bourrons, dont étaient chaussées certaines dames l'été précédent à Deauville. Voilà qui expliquerait bien des choses. Malheureusement... Ces pas-là dans le jardin allaient et revenaient par le même chemin. Et ces pas-là, tu comprends qu'ils ne venaient pas pour rien. Or, je n'en trouve plus trace dans la villa. Si légers soient-ils, je ne peux pas douter qu'ils y auraient laissé leur empreinte avec l'humidité du dehors. La preuve, c'est que j'ai retrouvé sur l'escalier du vestibule la trace à 3 reprises de la bottine d'Ivana. Trace qui a échappé d'autant plus facilement à l'instruction que celle-ci ne l'y cherchait pas. C'est toujours la même chose. Les traces des pas d'Ivana avaient sauté aux yeux de ces messieurs dans l'escalier de service. Ils avaient immédiatement bâti leur système là-dessus. Pourquoi voir dans l'escalier du vestibule une trace de pas qui gênait leur petite combinaison ? Voilà des années que je m'efforce d'apprendre à ces gens-là de se laisser conduire par le bon bout de la raison. J'y ai renoncé. Revenons à mes pas pointus que je ne retrouve pas dans la villa. Il y a une façon d'expliquer cette disparition. C'est d'imaginer que ces pas ne voulaient pas être entendus. Alors, les souliers sont ôtés et remis, la besogne faite. Horrible. Ce n'est qu'une idée.
Ne tombons point dans le défaut de ces messieurs de la police et du parquet. Mais c'est une idée possible qui vaut qu'on s'y arrête, bien qu'elle ne m'empêche point d'en avoir d'autres. Je comprends où va ta pensée. Malheureusement, rien ne te dit que ces pas sont venus dans le jardin au moment qui nous intéresse. C'est ce qu'il nous reste à savoir. Je repris encore en me penchant à son oreille. J'ai fait, moi, une enquête de ce côté, et j'ai appris d'une façon certaine que Theodora Luigi avait quitté Paris à 1h de l'après-midi le jour du drame, avant le drame.